Bonsoir à tous et bienvenue dans les directs de l'AFA en compagnie du professeur Harry Sokol. Ravi de vous retrouver ce soir. Vous êtes presque 500 inscrits pour ce webinaire de ce soir dont l'intitulé est «La recherche est dans nos selles». Donc, vous allez nous parler de microbiote, professeur Harry Sokol. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de microbiote, vous savez, comme d'habitude, qu'il y a des petites règles de fonctionnement dans ce webinaire. Vous avez à la fois un chat sur les onglets à droite où vous pouvez discuter entre vous. Et je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se disent bonjour les uns les autres et qui disent même bonjour au professeur Sokol. Et puis, vous avez l'onglet questions. Et là, dans cet onglet, vous pouvez poser toutes vos questions au professeur Harry Sokol, sachant que, évidemment, si vous votez pour les questions qui vous intéressent, on posera en premier les questions pour lesquelles vous avez les plus voté. Je crois que maintenant, vous connaissez totalement le fonctionnement. Alors, professeur Harry Sokol, vous êtes d'abord président de notre comité scientifique. J'en profite peut-être pour faire un message. Une fois n'est pas coutume, mais en ce moment, on est en train de regarder, de délibérer sur... Vous m'entendez? Parce que j'ai des petits problèmes de connexion, j'ai l'impression. Oui. Tout va bien? Oui. Ok. Donc, une fois n'est pas coutume, on est en train de délibérer sur les prochaines bourses de l'AFA. Je rappelle qu'en fait, on est au mois de novembre-décembre. Si vous n'avez pas encore adhéré ou versé un petit don à l'AFA, profitez-en jusqu'au 31 décembre de cette année et puis les autres années aussi. Mais c'est important pour nous parce que ça justifie le fait qu'on puisse continuer nos actions et aussi financer des projets de recherche intéressants. Donc, professeur Harry Sokol, c'est bien que vous soyez là ce soir, puisque dans le cadre de la Journée mondiale des toilettes, c'était aussi important de parler du microbiote, des selles, de la recherche, en fait, qui avance beaucoup sur le sujet. Le microbiote est quand même un pan de la recherche aujourd'hui qui est vraiment qui est très sollicité, sur lesquels il y a maintenant énormément de recherches. Et votre topo tourne autour de ça, il est assez exhaustif. Donc, je vous passe tout simplement la parole et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Anne. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, effectivement, on va parler de sel, de microbiote, et avec une question finalement assez simple. Le microbiote est-il une cible thérapeutique dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? Donc, je suis gastroentérologue à l'hôpital Saint-Antoine, et voilà mes différents conflits d'intérêts pour la transparence. Voilà, donc je vais d'abord essayer de répondre à la question, est-ce que le microbiote est réellement impliqué dans les MICI? Ensuite, on verra quelles sont les approches les plus prometteuses pour cibler le microbiote dans les MICI. Et puis, on se posera également la question de comment positionner les médicaments à base de microbiote dans la stratégie thérapeutique, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de médicaments disponibles et c'est très bien. Donc, le microbiote est-il réellement impliqué dans les MICI? Alors, vous entendez ça probablement très souvent, le microbiote joue un rôle, mais finalement, vous n'êtes pas obligé de nous croire, médecins, scientifiques. Pourtant, aujourd'hui, on a une réponse pragmatique à cette question, et cette réponse, c'est oui, le microbiote est impliqué. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que lorsque l'on modifie le microbiote, eh bien, cela a un impact sur la gravité de l'inflammation dans l'intestin. C'est vrai chez la souris, mais ça, là encore, vous pourriez me dire, finalement, on s'en fiche un petit peu. Mais, et c'est beaucoup plus important, c'est vrai chez l'homme, et c'est la grande leçon des essais de transplantation de microbiote fécal dont on va parler un petit peu plus tard. Un autre élément, c'est que le microbiote des patients atteints de MICI a des effets pro-inflammatoires, c'est-à-dire que si on colonise des souris avec le microbiote de patients atteints de MICI, eh bien, ces souris vont être plus susceptibles à l'inflammation intestinale que leurs collègues colonisés avec le microbiote de sujets sains. Un autre argument absolument majeur, c'est que le microbiote des patients atteints de MICI est altéré par rapport à celui de sujets sains, et vous avez une augmentation de certaines bactéries potentiellement délétères, comme certains Escherichia coli ou d'autres bactéries. Et puis, inversement, vous avez une diminution de certaines bactéries bénéfiques anti-inflammatoires,
dont Faecalibacterium prausnitzii, et on en reparlera un petit peu plus tard. Un autre élément absolument majeur, et ce sont des données vraiment qui datent de quelques mois, c'est le fait que pour la première fois, il a pu être montré que les anomalies du microbiote, et là c'était une étude dans la maladie de Crohn, précèdent le diagnostic de plusieurs années. Donc plusieurs années avant l'apparition de symptômes, et même avant l'apparition d'une inflammation dans l'intestin, on voit les altérations du microbiote qui apparaissent chez les patients qui vont développer une maladie de Crohn, ce qui suggère fortement, lorsqu'on met tous ces éléments ensemble, que le microbiote est bien un acteur dans la maladie. Il joue, comme on dit, un rôle causal dans la maladie. Alors, il n'est pas seul, hein, bien sûr, mais c'est un acteur réellement et pas juste un témoin. Donc, c'est une cible ou un outil thérapeutique tout à fait attractif. Deuxième question, quelles sont les approches les plus prometteuses pour cibler le microbiote? Alors, on repart sur ce schéma avec les bactéries pro-inflammatoires, les bactéries anti-inflammatoires, et puis vous voyez que j'ai ajouté également des métabolites, là c'est écrit en anglais, métabolites délétères et métabolites bénéfiques. Les métabolites, ce sont des petites molécules produites par les micro-organismes et donc qui peuvent jouer un rôle dans les effets de ces bactéries dans l'intestin. Alors, une première stratégie, si on veut cibler le microbiote, c'est essayer de taper sur les mauvaises bactéries. Et donc, pour cela, intuitivement, on se dit qu'on pourrait utiliser des antibiotiques. Mais le problème des antibiotiques, c'est que ce sont des molécules qui ne sont pas très spécifiques et qui vont donc avoir des effets sur d'autres bactéries qui sont, elles, pas forcément délétères. Ce sont finalement il va y avoir finalement ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Et donc, l'utilisation d'antibiotiques, surtout pour des maladies chroniques, et donc pour une utilisation sur le long terme, ça ne paraît pas une stratégie très efficace et très attractive. On peut, en revanche, essayer d'avoir une frappe chirurgicale sur certaines bactéries délétères. Et pour cela, un des outils à l'étude actuellement, ce sont les phages. Alors, les phages, qu'est-ce que c'est? Ce sont des virus. Mais contrairement au virus du Covid ou au virus de la grippe, qui sont des virus qui infectent nos cellules humaines, eh bien, ces virus infectent les bactéries. Et contrairement aux antibiotiques, ces virus ont une spécificité très importante, c'est-à-dire qu'ils vont taper sur certaines espèces bactériennes, mais pas du tout sur d'autres. Donc, c'est un peu, on va dire, des tireurs d'élite dans le microbiote. Et donc, théoriquement, ça pourrait être intéressant pour cibler certaines bactéries sans toucher d'autres bonnes bactéries. Il se trouve qu'il y a des données récentes qui suggèrent que cette approche est faisable. Parmi les mauvaises bactéries du microbiote qui sont potentiellement impliquées dans les maladies inflammatoires de l'intestin, il y a Klebsiella pneumoniae. Et on a participé à l'hôpital Saint-Antoine à cette grande étude qui a été faite par des collègues israéliens, qui a combiné des patients d'Israël, des États-Unis, d'Allemagne et donc de France. Et ce travail a montré que les patients atteints de MICI, notamment de maladie de Crohn, mais également de rectocolite hémorragique, avaient une augmentation de cette bactérie Klebsiella pneumoniae dans leur selle par rapport au sujet sain. La deuxième étape, ça a été de montrer que ces bactéries ont un effet pro-inflammatoire dans l'intestin. Et donc là, ça a été réalisé chez la souris, dans un modèle de souris invalidé pour ce gène, l'interleukine 10. Et donc, ça va reproduire une inflammation intestinale. Eh bien, lorsque les souris étaient colonisées par ces bactéries Klebsiella pneumoniae, il y avait une inflammation plus sévère. Troisième étape, si on utilise des phages pour tuer ces bactéries dans l'intestin, eh bien, les souris sont protégées de l'inflammation. Alors là, c'est dans un autre modèle d'inflammation qui s'appelle le modèle DSS. Eh bien, les souris qui étaient colonisées par ces bactéries et qui recevaient les phages pour tuer ces bactéries étaient relativement protégées de l'inflammation. Et en plus de ça, on voyait effectivement une diminution forte de la charge en Klebsiella pneumoniae. Et enfin, ce travail a été très intéressant parce que les auteurs sont allés jusqu'à administrer les phages chez l'homme. Alors, il s'agissait de sujets sains.
ils ont pu montrer que c'était très bien toléré de donner des phages. Maintenant, il ne reste plus qu'à évaluer les effets sur l'inflammation, et donc ça sera dans une autre étude chez des patients. Autre stratégie, au lieu de taper sur les mauvaises bactéries, on peut essayer d'enrichir les bonnes bactéries. Et donc là, il peut y avoir plusieurs stratégies. La transplantation de microbiote fécal, donc qui est vraiment amener un écosystème complexe chez les patients, et d'ailleurs complexe et pas toujours parfaitement contrôlé. On peut utiliser des probiotiques de nouvelle génération, donc des bactéries issues du microbiote qu'on va utiliser soit seules, soit en combinaison, c'est ce qu'on appelle donc ces probiotiques de nouvelle génération. On peut utiliser aussi les molécules produites par les bactéries, et là, ce sont ce que l'on appelle les postbiotiques. Donc, commençons par la transplantation fécale. Donc, à ce jour, il y a 5 essais qui ont été publiés dans la rectocolite hémorragique, 5 essais thérapeutiques bien réalisés selon des critères méthodologiques valides, et 4 essais sur 5 ont montré une supériorité de la transplantation fécale par rapport au groupe placebo, avec néanmoins une forte hétérogénéité, c'est-à-dire que les essais étaient très différents les uns des autres. Il y avait des procédures extrêmement différentes, les modes d'administration, les quantités, etc. C'était globalement des petites études, mais néanmoins, les résultats n'étaient pas du tout ridicules, puisqu'il y avait de l'ordre de 25 à 30% des patients qui étaient mis en rémission, contre 5 à 10% dans les groupes placebo. Une des limites, c'est également qu'il n'y avait pas de données en maintenance, et c'est sûr que pour une maladie chronique, c'est évidemment très, très important d'avoir ces éléments sur la maintenance, l'efficacité sur le moyen terme. Autre stratégie possible, donc, utiliser des probiotiques de nouvelle génération. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette bactérie, Faecalibacterium prausnitzii, qui est diminuée chez les patients atteints de MICI. Et ce qui est intéressant avec cette bactérie, c'est que c'est une bactérie très importante du microbiote du sujet sain, puisqu'elle fait partie de ce qu'on appelle le corps phylogénétique, c'est-à-dire que c'est une des rares bactéries qu'on va trouver chez tous les sujets sains humains à la surface de la Terre. Et ça, c'est une caractéristique qui est très rare, puisqu'il y a 10-15 bactéries qui ont cette caractéristique. Et puis, cette deuxième caractéristique très importante, c'est qu'à elle seule, elle va représenter de l'ordre de 5%, voire plus, du microbiote normal. Et donc, si on combine ces deux caractéristiques, ça en fait déjà une bactérie qui est complètement unique dans le microbiote intestinal. Et cette bactérie, eh bien, elle a des effets anti-inflammatoires, on a pu le montrer. Et ces dernières années, on a également pu découvrir les mécanismes par lesquels cette bactérie agit. Alors, elle va produire des petites molécules, dont une que l'on appelle MAM, qui va avoir un effet sur les cellules épithéliales de l'intestin et renforcer cette barrière intestinale. Elle va également avoir sur sa paroi, cette fois-ci, des molécules qui vont agir sur les cellules immunitaires de notre intestin et induire un profil de régulation, c'est-à-dire un profil, on va dire, pacifique dans l'intestin, notamment en induisant la production de cette cytokine, l'interleukine 10, qui est anti-inflammatoire. Donc, du fait de ces résultats très encourageants, il y a un essai clinique qui a été débuté dans la maladie de Crohn avec la start-up Excellium. Alors, pour l'instant, l'essai est réalisé en Pologne et en Belgique, mais on a bon espoir qu'il y a un autre essai qui débutera en France prochainement. Dernière possibilité pour essayer d'agir sur les effets, de renforcer les signaux positifs, c'est via les postbiotiques. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus des bactéries elles-mêmes, on a des métabolites, donc des petites molécules qui sont produites par ces bactéries, et dans les MICI, des métabolites délétères globalement vont augmenter, et inversement, des métabolites bénéfiques vont diminuer. Donc, parmi ces métabolites très importants, on a les acides gras à chaîne courte. Vous connaissez peut-être le butyrate, qui est l'un d'entre eux. On a les métabolites du tryptophane, dont on va reparler, et on a les acides biliaires secondaires. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais je vais vous parler uniquement des métabolites du tryptophane,
parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces 7-8 dernières années. Alors, le tryptophane, qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé, c'est-à-dire que c'est une brique élémentaire pour fabriquer les protéines. Et cet acide aminé, on va le trouver dans l'alimentation, dans la volaille, le chocolat, et dans toutes les sources de protéines, on va en trouver à un niveau variable. Ce tryptophane, c'est aussi un précurseur de molécules actives très importantes, comme par exemple la sérotonine, que vous connaissez bien pour ses effets notamment sur l'humeur, mais pas seulement, sur le transit intestinal et sur beaucoup d'autres éléments. C'est aussi un précurseur de la mélatonine, et c'est un précurseur d'autres molécules qui ont des effets très importants sur l'immunité, sur le métabolisme. Ça, ces voies métaboliques-là, elles se font dans nos cellules humaines. Mais ce tryptophane, il peut aussi être utilisé par notre microbiote, certaines bactéries du microbiote, pour produire une myriade d'autres molécules que l'on appelle les indoles. Et ces indoles, ce sont des molécules qui sont très importantes parce qu'ils vont agir sur un récepteur qui s'appelle AHR. Donc vous avez ici le tryptophane qui est utilisé par le microbiote normal pour produire ces indoles, ces molécules qui vont activer le récepteur AHR qui est indiqué ici. Et l'activation de ce récepteur AHR va avoir un rôle clé dans l'homéostasie intestinale, notamment en stimulant l'intégrité des cellules de l'intestin, la production de peptides antimicrobiens notamment. On a pu montrer, il y a déjà quelques années maintenant, que la production de ces indoles, de ces agonistes AHR, de ces molécules qui vont activer ce récepteur, eh bien, elle était diminuée chez les patients qui ont une MIC-I. En haut à gauche, vous avez eu l'activation, l'image un petit peu globale de ces molécules. Et en bas à gauche, vous avez l'une de ces molécules qui s'appelle indole acétique acide, donc IAA. Et vous voyez que dans l'intestin et le côlon des patients avec MIC-I, le niveau de cette molécule est effondré par rapport à ce que l'on trouve chez les sujets sains. Plus récemment, on a confirmé ces résultats via l'analyse d'échantillons de la cohorte de l'hôpital Saint-Antoine, avec, vous voyez, plus de 1000 patients qui ont participé à ces études. Et vous voyez que le niveau de ces indoles diminue également sur cette cohorte beaucoup plus importante chez les patients atteints de MIC-I, que ce soit dans le sang, mais aussi dans les selles. Et à droite, en bas à droite, vous avez à nouveau cette indole acétique acide, et on retrouve à nouveau le même signal par rapport à la cohorte précédente. Donc, lorsque l'on est en bonne santé, qu'on a un microbiote fonctionnel, on produit ces agonistes AHR et ça joue un rôle dans l'homéostasie intestinale qui est absolument crucial. Quand on a une inflammation dans l'intestin, une MIC-I, le microbiote est altéré, cette fonction est altérée, donc on a moins de production de ces agonistes AHR, moins d'activation de ce récepteur AHR et donc une plus grande susceptibilité à l'inflammation. Ce que l'on a pu montrer, c'est qu'on peut essayer de corriger ce défaut, soit en apportant des molécules qui vont activer AHR directement, soit en apportant des bactéries qui sont capables de produire naturellement ces molécules. Et quand on fait ça chez la souris, ça a un effet thérapeutique. Les travaux que l'on a fait il y a quelques années là-dessus étaient partis de souris, et donc on avait isolé des bactéries issues de la souris. Mais si on veut se projeter vers une utilisation chez l'homme, ces bactéries qui sont adaptées à l'intestin de la souris sont probablement pas les meilleurs candidats pour essayer d'agir chez l'homme. Donc, ce que l'on a fait plus récemment, et ça, ce sont des données qui ne sont pas encore publiées, c'est qu'on a isolé des bactéries de sujets sains, humains, et on a évalué la capacité de chacune de ces bactéries à activer ce récepteur AHR dont je vous ai parlé. Donc là, vous avez une partie de ce criblage, et donc ce que l'on voit, c'est qu'on a certaines souches qui ne vont pas activer ce récepteur, mais d'autres qui vont activer de manière très significative ce récepteur. Donc on a sélectionné une de ces souches sur un certain nombre de paramètres, et on a voulu vérifier si oui ou non elle avait des effets sur l'activation de l'AHR. Donc on l'a utilisé, on l'a administré à des souris, et on a regardé au niveau du côlon quelle était l'activation du récepteur AHR
en regardant certains gènes qui sont connus pour être activés via ce récepteur AHR. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a une forte activation dans le côlon de ces souris lorsque l'on a administré cette bactérie. Ensuite, on a voulu voir s'il y avait des effets thérapeutiques, et donc on a utilisé un modèle de Mickey chez l'animal, chez la souris. Donc ici, vous avez en haut à gauche l'activité inflammatoire, au milieu le poids des animaux, et vous voyez que les courbes en bleu qui représentent les souris qui ont reçu cette bactérie, eh bien, on a une inflammation beaucoup moins sévère que les souris contrôle et perdent beaucoup moins de poids. Et si l'on va regarder d'autres paramètres, comme par exemple l'histologie, on regarde l'intestin au microscope, eh bien on confirme cette protection. Ce qui est intéressant, c'est que si on refait les mêmes expériences, mais chez des souris qui n'ont pas ce récepteur AHR, donc des souris génétiquement modifiées qui n'ont pas ce récepteur AHR, eh bien là, on n'a plus du tout d'effet protecteur, ce qui confirme bien que cette bactérie va agir sur nos cellules via ce récepteur AHR. Donc, ça confirme un petit peu que notre cheminement scientifique était correct. Donc, à l'heure actuelle, on a confirmé les effets thérapeutiques de cette bactérie dans d'autres modèles d'inflammation chez la souris. On essaye d'identifier les molécules qui sont produites par ces bactéries et qui sont responsables des effets thérapeutiques. Et on espère pouvoir avancer vers le développement d'un nouveau médicament, là encore, pourquoi pas dans les Mickey. Dernière partie de cette présentation, le positionnement dans le traitement. Donc, en fait, on se pose toujours la question, lorsqu'on regarde les anomalies du microbiote chez les patients atteints de Mickey, on se pose toujours la question de savoir si c'est l'œuf ou si c'est la poule. Est-ce que les anomalies du microbiote sont responsables de l'inflammation ou est-ce que c'est l'inflammation qui est responsable des anomalies du microbiote? Alors, je vous ai montré au tout début que maintenant, on sait quand même clairement que le microbiote joue bien un rôle, même si l'inflammation, elle aussi, joue un rôle sur le microbiote. Et donc, c'est un petit peu les deux. On a cette sorte de cercle vicieux ou de causalité circulaire entre les anomalies du microbiote qui favorisent l'inflammation et l'inflammation qui favorise les anomalies du microbiote. Et ça, c'est bien représenté ici. Alors malheureusement, l'animation que j'avais faite ne passe pas, mais on a bien ce cercle vicieux entre les anomalies du microbiote qui favorisent l'inflammation et l'inflammation qui favorise les anomalies du microbiote. Donc si on veut augmenter l'efficacité thérapeutique pour les patients atteints de Mickey, peut-être qu'il ne suffit pas d'agir sur l'immunité et peut-être qu'il faut essayer aussi d'agir sur le microbiote intestinal pour rompre complètement ce cercle vicieux. Et probablement, en tout cas c'est ce que l'on pense, il va falloir combiner ces approches sur le microbiote avec les approches plus classiques sur l'immunité. Donc, pour finir, comment est-ce qu'on va positionner ces interventions thérapeutiques sur le microbiote dans la stratégie? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la plupart des médicaments à base de microbiote, y compris la transplantation fécale, ce ne sont pas des immunosuppresseurs, entre guillemets, brutaux, qui vont casser l'inflammation. Quand je dis brutal, ce n'est pas forcément négatif. On a besoin de cette intervention brutale dans un certain nombre de cas. Mais il faut tenir compte de cette nature qui n'est pas de l'immunosuppression lorsque l'on va concevoir les études et quand on va choisir l'indication, le contexte clinique et également le moment dans l'histoire de la maladie où on va utiliser ces traitements. Si on se place dans le cas de la maladie de Crohn, d'abord, il faut savoir que la maladie de Crohn, même si on parle toujours de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique ensemble, la maladie de Crohn reste une maladie qui est assez différente de la rectocolite hémorragique. D'abord parce qu'on a une inflammation qui est beaucoup plus profonde que dans la rectocolite hémorragique, où le plus souvent l'inflammation est assez superficielle. Et souvent, dans la maladie de Crohn, on a une inflammation plus systémique, plus générale. Dans la transplantation fécale, les premiers essais qui avaient été faits pour la maladie de Crohn, ça avait été fait chez des patients qui avaient une maladie active sévère et réfractaire, et globalement, ça n'avait pas marché, et même, il y avait des effets secondaires, de la fièvre,
de la translocation bactérienne, c'est-à-dire des bactéries qui passent de l'intestin jusqu'au sang, et donc ça peut être responsable de septicémie. Et donc, globalement, les gens disaient on ne pourra jamais faire de transplantation fécale dans la maladie de Crohn. Néanmoins, une question importante, c'est est-ce que réellement le traitement des poussées, c'est le problème le plus difficile à résoudre dans la maladie de Crohn? Bien sûr, le traitement de la poussée, c'est un problème important, mais finalement, en général, et si on prend la globalité des patients et surtout la globalité du temps de vie d'un patient, c'est finalement pas le plus gros problème que l'on a. La plupart du temps, on trouve un moyen de calmer l'inflammation. C'est évidemment pas 100%, encore une fois, mais la plupart du temps, on y arrive. Et c'est tout à fait possible d'utiliser des immunosuppresseurs puissants, même de combiner plusieurs immunosuppresseurs. C'est possible et acceptable si on le fait pendant une courte durée. Cependant, le maintien d'une rémission sur le long terme, garder la rémission une fois qu'on l'a obtenue sur le long terme et dans des bonnes conditions de sécurité, ça, c'est beaucoup plus compliqué à avoir. Aujourd'hui, on utilise les mêmes médicaments pour induire la rémission et pour maintenir la rémission. Ce sont les mêmes immunosuppresseurs, alors pas forcément à la même dose, mais on utilise les mêmes. Néanmoins, ce ne sont pas du tout les mêmes états. Quand on a une poussée, c'est un peu comme ce feu de forêt, et là, on a besoin vraiment d'envoyer le Canadair, d'envoyer de grosses quantités de traitements anti-inflammatoires pour éteindre ce feu. Mais une fois que le feu est éteint, peut-être qu'on n'a pas besoin de réenvoyer le Canadair à chaque fois. Peut-être qu'on pourrait utiliser des traitements différents, plus légers, et juste surveiller et avoir un traitement plus préventif que curatif. Et donc, avec cette stratégie, on a fait cette étude impact avec un nouveau concept et en s'appuyant sur ce que je viens de vous dire. C'est une étude qui a été publiée il y a quelques années maintenant. On a inclus des patients qui avaient une maladie de Crohn en poussée et on les a d'abord traités par cortisone. Donc, on a d'abord éteint le feu et ensuite, il y a eu un tirage au sort et la moitié des patients recevaient une transplantation fécale, les autres une fausse transplantation fécale et on diminuait progressivement la cortisone. Alors, c'est une toute petite étude, hein, il y avait moins de 20 patients, 9 patients par groupe. Donc, c'était vraiment une étude pour essayer de comprendre et de générer des nouvelles hypothèses pour la suite. Donc, ce que l'on a observé, c'est que, d'abord, tous les patients étaient en rémission par définition au moment de la transplantation fécale, puisque c'était nécessaire pour recevoir la transplantation fécale ou la fausse transplantation fécale. Et on voit que la courbe verte, ce sont les patients qui ont eu la transplantation fécale. Vous voyez qu'ils récidivent beaucoup moins vite que ceux qui n'ont pas eu la transplantation fécale. Et si on regardait un autre critère qui est le score endoscopique de la gravité, on voit que dans le groupe transplantation fécale à gauche, ce score diminue après la transplantation fécale, alors que dans le groupe fausse transplantation fécale, ce score ne change pas, ce qui montre bien qu'il y a un effet. Donc, dans les suites de cette étude, on a construit une autre étude qui est en cours actuellement, qui s'appelle l'étude Miracle, en toute modestie, comme vous voyez. Cette étude, elle est un peu basée sur le même concept, sauf que là, on inclut des patients qui ont une maladie de Crohn, qui sont sous anti-TNF-alpha, donc sous adalimumab ou infliximab ou même golimumab, et qui sont en rémission depuis au moins 6 mois et qui ont envie d'arrêter ces traitements. Et donc, chez ces patients, on leur propose d'arrêter, mais de bien sûr surveiller les choses et de tirer au sort avec la moitié des patients qui auront des transplantations fécales et l'autre moitié qui auront des fausses transplantations fécales. La première transplantation ou fausse transplantation se fait au cours d'une coloscopie. Et ensuite, il y a 2 autres administrations par des gélules. Et les patients sont bien sûr suivis pendant 1 an. Et au bout de 1 an, on refait une coloscopie. Donc, à l'heure actuelle, en théorie, il doit y avoir 19 centres qui doivent être ouverts en France et on doit inclure plus de 130 patients.
À l'heure actuelle, il y a 7 centres qui sont déjà ouverts, donc plusieurs à la PHP à Paris, mais il y a également un centre à Lyon, le service du professeur Nancet, un centre à Clermont-Ferrand, un centre à Toulouse, et on a déjà inclus 10, et même là, il y a 3 autres patients qui vont être inclus très prochainement. Donc, si vous êtes intéressé par cette étude, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Donc, en conclusion, les futurs traitements ciblant le microbiote. Je vous ai parlé de ceux qui allaient taper sur les mauvaises bactéries et ceux qui allaient au contraire essayer de booster les bonnes bactéries. Toujours, la recherche, elle va chercher à mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir avoir des interventions plus ciblées, plus contrôlées, prendre en compte les spécificités du microbiote dont on a parlé et ne pas oublier de cibler l'hôte en parallèle. On ne pense pas aujourd'hui que les traitements uniquement basés sur le microbiote vont permettre d'être le plus efficace. Le plus efficace, ça va vraiment être la combinaison de ces approches sur le microbiote avec les traitements que l'on connaît déjà aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, je serai ravi de prendre vos questions. Alors, bon, déjà, merci beaucoup parce que je pense que c'est vraiment un panorama comme ça en 20 minutes sur la recherche, moi, qui me semble vraiment très, très, très intéressant au-delà de la transplantation, effectivement, fécale. Mais juste, effectivement, savoir quelles sont les recherches autour des mécanismes d'action qui vont essayer de rétablir aussi un peu cet équilibre et de savoir si on peut essayer avec le microbiote de pouvoir trouver des thérapeutiques. Bon, il y a énormément de questions. Tout à l'heure, effectivement, j'ai fait l'impasse sur la présentation, professeur Harry Sokol, mais en fait, parce que j'ai l'impression que tellement tout le monde vous connaît. Mais c'est vrai que vous êtes gastro-entérologue au CHU Saint-Antoine et vous êtes aussi chercheur dans une équipe mixte, INSTERM, Saint-Antoine. Et donc, moi, ce qui me frappe dès à présent, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de topo comme ça sur la recherche, c'est qu'il semble quand même qu'il y ait des nouvelles cibles thérapeutiques, enfin, en tout cas, dans le microbiote. On connaissait maintenant FPRO pour effectivement essayer de rétablir cet équilibre du microbiote. Mais très, très intéressant, je trouve, aussi d'aller chercher d'autres types de bactéries. Alors, il y a notamment donc, cette bactérie LPB, donc c'est ça, ou LBP, comment vous l'appelez déjà? Alors là, c'est juste un nom de code parce que pour Ouais. des problèmes de brevet, on ne peut pas encore donner son nom, mais on va pouvoir le dire, je pense, dans les prochaines semaines. Ouais. Oui, c'est une des bactéries du microbiote. Son nom n'a pas d'importance aujourd'hui, dans le sens où, de toute façon, elle n'est pas disponible, on ne peut pas trop y avoir accès. Mais c'est une bactérie de l'intestin qui est présente aussi chez énormément de sujets sains et qu'on a effectivement identifié par cette méthode sans a priori. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché une bactérie qui était spécifiquement diminuée chez les patients. On a cherché une bactérie qui serait capable de finalement corriger un défaut de la fonction du microbiote. Il se trouve que, évidemment, c'est aussi une bactérie qui est diminuée chez les patients atteints de MICI. Ce n'est pas FPRO, c'en est une autre, mais c'en est aussi une qui est diminuée chez les patients atteints de MICI. Donc ça, c'est plutôt une nouveauté. Alors, vous imaginez bien qu'il y a énormément de questions. Bon, il y a beaucoup de questions autour de prébiotiques et probiotiques, donc c'est peut-être les questions que je vais poser en premier, puisque il peut y avoir des prises de compléments alimentaires par les patients de prébiotiques et de probiotiques. Est-ce que finalement ça, en attendant d'avoir vraiment des traitements ciblés, ça peut améliorer notablement le quotidien des patients qui sont atteints de MICI, ou est-ce que c'est anecdotique? Alors, les probiotiques classiques, je dirais que malheureusement, classiques, c'est ceux qui sont disponibles aujourd'hui et qui ne viennent pas du microbiote intestinal. Globalement, ils ont peu d'effets démontrés, mais ils ne font pas de mal, dans le sens où si un patient ressent un bénéfice, il n'y a pas de problème pour qu'il le prenne. Il ne faut aussi pas oublier que quand on a une MICI, tous les symptômes ne sont pas reliés à l'inflammation. Et on peut avoir des symptômes, douleur, altération du transit. Et quand on voit son gastro-entérologue, il fait les tests, il dit « mais moi, je vois rien ». Et ça, c'est lié à quelque chose de très connu qui est un syndrome de l'intestin irritable sur MICI. C'est-à-dire que quand on a eu une inflammation dans l'intestin qui a duré longtemps, le système nerveux, l'intestin est perturbé et il peut être hypersensible. Et donc, on ressent des douleurs qui sont très invalidantes, qui peuvent être très gênantes, mais il n'y a pas forcément d'inflammation. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que le gastro-entérologue doit toujours, quand le patient se plaint de douleur,
s'assurer qu'il y a une inflammation ou au contraire s'assurer qu'il n'y en a pas pour orienter les choses. Parce que s'il n'y a pas d'inflammation et que le gastro-entérologue augmente les immunosuppresseurs, bah, finalement, il fait prendre un risque à son patient alors que ce n'est pas nécessaire. Et donc, dans ce genre de circonstances, certains probiotiques peuvent aider. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait vraiment l'objet de grandes études, mais en revanche, à titre individuel, il y a beaucoup de patients qui essayent tel ou tel probiotique et qui disent, y compris mes patients, qui me disent bah, j'ai pris ça m'a beaucoup aidé, et très bien, il faut continuer. Le côté prébiotique, donc prébiotique, qu'est-ce que c'est? C'est finalement des aliments pour le microbiote, pour stimuler les bonnes bactéries. En fait, les prébiotiques, on en trouve dans l'alimentation. Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'aller en acheter en pharmacie ou sur Internet. Il y en a dans l'alimentation. C'est tout ce qui va nourrir les bonnes bactéries. Donc, il va y en avoir dans les fruits et dans les légumes, essentiellement. Et c'est ce qui va être bénéfique. Maintenant, ça ne veut pas dire que si un patient qui a une MICI, si lorsqu'il prend des fruits et des légumes en grande quantité, il a mal au ventre, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il prenne ces fruits et légumes en grande quantité. Il faut aussi tenir compte de la susceptibilité de chacun. Il faut sortir en même temps de la phobie des fruits et des légumes que certains patients peuvent avoir, voilà, de manière justifiée, parce que quand ils sont en poussée, s'ils prennent des fruits et des légumes, ils ont mal au ventre, et ça peut même aggraver les choses. Mais une fois qu'on n'est plus en poussée, il faut réessayer de manger des fruits et des légumes en les réintroduisant de manière progressive. Voilà, il ne s'agit pas de manger une choucroute tout de suite, mais c'est plutôt normalement bénéfique et c'est ce qui va stimuler les bonnes bactéries de l'intestin. Alors, en parlant de bonnes bactéries Erythrococcus, en fait, est-ce que c'est utile de faire une analyse de son microbiote, puisqu'il en existe pas mal, et il peut y avoir effectivement dans les résultats d'analyse des bactéries ou des bonnes bactéries qui y sont moins. Est-ce que c'est utile de faire analyser son microbiote et de se dire qu'en ce sens, on va plutôt essayer de prendre des bonnes bactéries ou comment... Alors, il y a beaucoup de patients qui posent des questions sur l'analyse du microbiote. Alors, la première chose à dire, c'est que lorsque la recherche et beaucoup d'études cherchent à évaluer si en regardant le microbiote, on va pouvoir guider la médecine, les traitements, le diagnostic, prédire un événement chez un patient, une rechute. Et globalement, on a l'impression que oui, que le microbiote, on va pouvoir identifier des marqueurs qui vont pouvoir nous aider à suivre les patients et à mieux les monitorer. Mais aujourd'hui, les tests qui sont disponibles ne permettent pas cela. Pour être très clair, aucun des tests qui sont actuellement proposés, et d'ailleurs qui sont proposés directement aux patients, hein, ce n'est pas du tout sur prescription médicale, et ça d'ailleurs c'est un bon indice, hein, ils n'ont aucun intérêt malheureusement pour les patients en entérologie. La Société française de gastro-entérologie s'est clairement exprimée sur le sujet en disant que ce n'était pas utile, avec même une mise à jour en 2023. Il y a beaucoup d'autres sociétés savantes qui ont dit la même chose. Donc, dans l'avenir, oui, mais aujourd'hui, clairement non. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, finalement, cette modulation du microbiote, elle ne viendrait pas forcément au moment de la poussée de la maladie, hein. Ce que vous disiez, c'était que c'est toujours vraiment très utile d'utiliser les médicaments pour la maladie. J'ai une question que je trouve intéressante dans les questions, c'est est-ce que les traitements pour la maladie, en fait, vont pas eux-mêmes déséquilibrer le microbiote? Alors, je ne peux pas répondre de manière générale, mais en fait, ce que j'ai essayé un petit peu de dire aussi tout à l'heure, c'est que il y a ce cercle vicieux entre l'inflammation et les anomalies du microbiote. L'inflammation favorise les anomalies du microbiote, les anomalies du microbiote favorisent l'inflammation. Si on traite l'inflammation, eh bien en fait, on va avoir tendance à améliorer le microbiote. Et ça se voit chez les patients qui ont reçu, il y a eu des études chez les patients qui reçoivent des anti-TNF, par exemple. Comme on calme l'inflammation, eh ben, le microbiote a tendance à revenir vers quelque chose de plus proche de la normale. Alors, ce n'est pas normalisé, mais c'est plutôt un effet positif sur le microbiote. Donc, là aussi, ça veut bien dire que ces médicaments, ils sont utiles et leur utilisation, elle n'est pas forcément délétère pour le microbiote. L'expérience, c'est même plutôt le contraire.
Ok. Alors, donc là, si on revient à la transplantation fécale, puisque là, l'idée, ce serait effectivement donc, on est convaincu à l'heure actuelle que finalement, elle n'a pas d'utilité dans la poussée sévère de la maladie. Poussée sévère, très clairement pas. Même les essais qui ont été faits dans la rectocolite hémorragique où on donnait la transplantation en poussée, c'était jamais des poussées sévères. C'était jamais des poussées sévères. Si on reprend l'analogie du feu de forêt, quand vous avez un feu de forêt, des grands feux qu'on a eu au Canada ou malheureusement même dans le sud de la France, il faut envoyer des canadaires. Et là, il faut vraiment couper l'inflammation. Et là, il n'y a que les immunosuppresseurs qui peuvent le faire. Mais encore une fois, je dirais que dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas très grave. Si on donne ces médicaments sur une durée relativement courte, même en combinant plusieurs immunosuppresseurs, comme on le fait tous les jours chez nos patients hospitalisés pour des poussées sévères, dans l'écrasante majorité des cas, ça se passe très très bien. La vraie question et la problématique auxquelles on est confronté vraiment au quotidien pour la grande majorité des patients, c'est maintenir une rémission, qui soit une rémission profonde, avec le moins de symptômes possible, la qualité de vie la meilleure pour le patient, et surtout le moins de risques sur le long terme. Et ça, on le voit bien, nos patients nous posent ces questions. D'accord, je vais bien, votre médicament, il est bien, mais dans 10 ans, est-ce que je n'ai pas un risque? Et donc, c'est là qu'on a, je pense, le plus grand enjeu. Et c'est là où les traitements qui vont permettre d'alléger l'immunosuppression, pas forcément l'arrêter, mais l'alléger, et jouer sur le microbiote, vont avoir un bénéfice sur le long terme très important. Est-ce qu'il y a d'autres techniques ou pratiques qui modifient ou qui modifient le microbiote? Je pense tout simplement à l'activité physique ou d'autres aspects en dehors de l'alimentation, etc. Est-ce qu'il y a autre chose qui modifie le microbiote et qui peut être utile? Alors, vraiment, l'alimentation, je sais que tu m'as demandé hors de l'alimentation, mais c'est vraiment ce qui est le plus fort et de très très loin. Ce qu'il y a après comme autre facteur, oui, bien sûr, l'activité physique, ça a un rôle, et ça a plutôt un rôle bénéfique, sans qu'on comprenne bien comment ça marche, mais ça a un rôle bénéfique sur le microbiote. Ça a plein d'autres rôles bénéfiques sur plein d'autres aspects liés de la maladie, bien sûr, mais ça y contribue également. D'avoir une bonne hygiène de vie en général, un sommeil régulier, dormir suffisamment, tout ça, ça va favoriser un bon microbiote. Donc, c'est un reflet un peu de notre bonne santé, de notre mode de vie. Donc, tout ce qui va favoriser un mode de vie, on va dire, sain, on va le voir dans le microbiote. Et est-ce qu'il y a un lien entre finalement le microbiote buccal, par exemple, et puis le microbiote intestinal? Est-ce qu'on peut noter qu'il y a aussi un déséquilibre, par exemple, dans le microbiote buccal quand on est atteint de Miki? Tout à fait. D'ailleurs, on a une étude qui est terminée maintenant, mais on essaye d'analyser les choses en ce moment sur les liens entre microbiote buccal et microbiote fécal chez les patients qui ont une Miki, comparé à des gens qui n'ont pas de Miki. Ce que l'on sait, c'est que dans les patients qui ont une Miki ont plus souvent une inflammation des gencives, ce qu'on appelle le parodonte, ce qu'on appelle la parodontite. Et donc ça, c'est un premier lien. Et on sait que quand on a cette inflammation au niveau de la bouche, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faut que les patients avec Miki aient un bon suivi bucco-dentaire, le microbiote buccal qui est très abondant va être anormal lui aussi. Et lorsque l'on sait que on avale plus d'1 litre de salive par jour et que dans 1 millilitre de salive, vous avez 1 milliard de bactéries. Donc, si vous avalez 1 litre, vous avez 1000 milliards de bactéries tous les jours que vous avalez. Eh bien, ces bactéries vont potentiellement pouvoir avoir un effet sur l'intestin et sur le microbiote intestinal. Et donc là, il y a des liens qui sont maintenant très nets entre les deux. Alors, il y a évidemment plein de questions. C'est toujours très très difficile de faire la part des questions, mais alors il y en a une par exemple qui est sur l'accouchement par voie basse versus césarienne sur le microbiote. Est-ce que ça a une influence? Par exemple, on le sait maintenant qu'il y a une influence. Oui, tout à fait. Donc on sait que hors Miki, en général, l'accouchement par voie basse, c'est l'occasion d'une transmission de bactéries de la filière génitale de la mère, donc des bactéries vaginales essentiellement, mais aussi des bactéries fécales. Alors que si on a un accouchement par césarienne, ces bactéries, elles vont pas être en contact avec le nouveau-né. Maintenant, la question de la césarienne
comparé à l'accouchement par voie basse dans le cas d'une Mickey, c'est extrêmement complexe. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui est mieux ou moins bien. En tout état de cause, il ne faut pas culpabiliser les femmes et les mamans ou les futures mamans. S'il y a une indication médicale à une césarienne, il faut la faire et c'est tout. Après, la césarienne de confort, ça c'est une autre question. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais s'il y a une indication médicale, il n'y a pas trop d'hésitation, aucune hésitation à avoir. Alors, encore une toute petite salle de questions, parce que je sais que vous devez partir assez rapidement. Mais alors, notamment sur les aliments fermentés, j'ai plusieurs questions sur est-ce que la choucroute, le kombucha, le kéfir ont une influence sur le microbiote? Alors, ce que l'on sait, c'est que globalement, la consommation d'aliments fermentés est associée à la bonne santé. Ça, c'est dans les grandes études épidémiologiques. Globalement, les gens qui mangent des aliments fermentés sont souvent des gens en meilleure santé que les autres. Maintenant, est-ce que réellement ce sont ces aliments fermentés qui ont un effet sur la santé? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là encore, ça ne fait pas de mal. Donc, recommander de manger des aliments fermentés, c'est tout à fait bien. Et donc, ça s'inscrit dans ce régime alimentaire sain qui consiste à manger des fruits, des légumes, éviter les graisses et les protéines d'origine animale pour favoriser ce qui est, et surtout viande rouge, pour favoriser les graisses végétales et les protéines plutôt issues de poissons ou de viande blanche. Éviter la charcuterie, parce qu'on sait que là aussi, ça va favoriser les bactéries pro-inflammatoires dans l'intestin. Et puis, ajouter des aliments fermentés. Ça va très bien avec ça. Et une alimentation riche en butyrate et tryptophane, ça c'est possible aussi. Alors, où est-ce qu'on en trouve butyrate, tryptophane? Le butyrate, en fait, il est produit par les bactéries quand on mange des fibres végétales. Donc, si vous mangez des fruits et des légumes, vos bactéries vont produire le butyrate pour vous. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le tryptophane, dans l'alimentation occidentale, il n'y a aucun problème. Il y en a en très grande quantité. Maintenant, le problème, et c'est la raison pour laquelle on ne dit pas qu'il faut rajouter spécialement du tryptophane dans l'alimentation, c'est que le tryptophane, c'est une molécule qui va donner lieu à la production de plein d'autres molécules. Et donc, il y a certaines de ces molécules qui sont bénéfiques, comme celles que je vous ai montrées, les indoles, mais il y en a d'autres qui sont plutôt pro-inflammatoires. Donc, donner du tryptophane, si on ne contrôle pas exactement où va aller ce tryptophane, ça ne sert pas à grand-chose. Mais de toute façon, il y en a dans l'alimentation. Vous pouvez en manger comme moi, par exemple, dans le chocolat noir. Je suis un toxicomane du chocolat. Et donc là, vous en avez plein du tryptophane. Et en plus de ça, ça fait du bien au moral. Donc, c'est une pierre deux coups. Et attention au sucre quand même. C'est pour ça que j'ai dit chocolat noir. Chocolat noir. Ouais. Pas trop et alors, bon, j'ai quand même envie de vous poser une dernière question parce que je vois qu'il est déjà 19h18. Dernière question, moi, qui me semble vraiment importante parce que vous avez montré quand même des mécanismes d'action précis. On sent qu'on avance. C'est quoi, en fait, les perspectives pour aller industrialiser un moment une cible thérapeutique à base d'une bactérie qui pourrait être bénéfique pour les Mickey? Eh bien, là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le money time, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ces prochaines années, on va avoir ces résultats d'essais thérapeutiques. Donc, il y a plusieurs bactéries, soit seules, soit en combinaison, qui sont évaluées en Europe, aux États-Unis, en Asie, un petit peu partout. Et on attend ces résultats dans les prochaines années. Et donc, si on a des résultats positifs, ça devrait conduire à une commercialisation, je l'espère sous forme de médicaments, parce que c'est là où on aura les meilleures preuves d'une efficacité et donc le plus de confiance pour dire à nos patients, oui, vous pouvez les prendre, oui, je vous prescris ça, parce que ça va réellement avoir un effet. Il est possible qu'il y en ait d'autres qui soient sous forme de compléments alimentaires, en espérant qu'il y ait le plus de preuves scientifiques possibles pour les recommander. Bon, l'important, c'est que ça avance et puis ce serait encore mieux si on pouvait accélérer, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour les patients, d'imaginer quelque chose qui soit effectivement à base de bactéries et qui module le microbiote au moment, par exemple, des rémissions de la maladie ou pour maintenir une rémission, qui soulage effectivement un petit peu les aspects thérapeutiques plus brutaux, hein, dont vous parlez, plus lourds. Donc, je pense que ça peut être une réelle perspective. En tout cas, nous, on y croit. Et on est convaincu qu'il faut continuer la recherche
sur ce microbiote. Et l'AFA y a contribué en finançant plusieurs projets de recherche, notamment sur Faecalibacterium prusniti. Oui, Donc tout à merci fait. beaucoup. Et merci à vous, professeur Harry-Sokol, de cette soirée sur le microbiote. Je rappelle que demain, il y a pour les Parisiens ou les Franciliens une autre conférence très intéressante dans Paris, dans le 5e arrondissement, là plutôt sur l'accessibilité des toilettes en ville, et c'est vraiment aussi quelque chose qui est super important pour les patients. Toutes les informations sur notre site internet. Et merci beaucoup pour cette soirée. On se dit à bientôt pour un prochain direct. Et puis, en attendant, passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Merci, bonne soirée à Merci. tous. Merci. Au revoir. Au revoir.